Paris, il y a quelques jours. Depuis 8 mois, Hicham recherche son père qui a disparu du jour au lendemain. Pour multiplier ses chances de le retrouver, il a créé une page sur les réseaux sociaux qui rassemble pas moins de 25 000 abonnés. Le fait que j'écrive un petit peu avec mes tripes, comment je ressens la chose, je pense que c'est ce qui a fait que les gens se sont pris de sympathie, en tout cas pour mon papa. Et ça m'a apporté quand même quelques pistes. Le 9 février, en début d'après-midi, j'ai commencé à avoir des notifications, des messages en me disant tiens, il y a quelqu'un qui aurait croisé un petit monsieur qui vit dans les rues de Paris depuis un petit bout de temps, donc il ne sait pas trop comment il s'appelle, est-ce que c'est pas ton papa? Je réponds à cette personne-là, je dis non, c'est pas lui. Puis j'ai un deuxième message, un troisième. Et puis arrive un moment, c'était des personnes que je ne connaissais pas. Aux alentours de 15 h, mon téléphone était saturé de messages. Mais cette recherche virtuelle ne suffit pas. Hicham retourne régulièrement dans le quartier où vivait son père, à Champigny-sur-Marne. C'est la tour où habitait mon père. La dernière fois que j'ai mis les pieds devant la porte de l'appartement de mon père, ça a été le soir où j'avais pris la décision d'appeler les pompiers pour aller vérifier si mon père n'était pas tout simplement dans son appartement. Donc du coup, comme mon père habite au 8e étage, ils sont passés par le 10e étage, à la corde, tout simplement. On a entendu le bruit de la fenêtre lorsqu'elle a été cassée. Et finalement, RAS. Je sais qu'on partait sur une recherche, en fait. Ouais, Hicham, ça va bien? Et toi? Ça va? Alors, toujours pas de nouvelles? Je regarde quoi, je regarde un peu partout, tout ça, on passe le mot. Pas de Rien, traces. Pas de traces. Pas de traces. Les commissariats à Paris, tout ça. On a fait partout? Ça mettra du temps, mais tu vas le trouver. Pour multiplier ses chances de retrouver son père, Hicham se rend souvent à Barbès, un quartier populaire de la capitale où il avait ses habitudes. Donc on est à Barbès. On est devant l'hôtel où mon père aura été vu pour la dernière fois. C'est grâce à un signalement sur Barbès qu'on a pu apprendre que mon père cherchait un hôtel. Donc il a dormi 2 nuits de suite et depuis plus rien. À la recherche d'informations, il n'hésite pas à aborder les habitants du quartier. Je suis passé cet été. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais, voilà, bah moi je suis toujours à sa recherche en fait. Ouais, jusqu'à présent, on l'a toujours pas trouvé. Il me semble que j'ai parlé avec lui. Ouais. À Stalingrad. Ça fait une année. Depuis janvier, il a 80 ans. Faut pas désespérer de Non, je peux pas. Désespérer parce que votre père, c'est un devoir de le faire. On est d'accord. Parce que normalement, quelqu'un qui est vivant, quand même un jour, ils vont le trouver quand même. On est d'accord. Merci en tout cas. C'est la peine garder. Ça a été beaucoup ce type d'information, à savoir très approximatif. Je le connais, je l'ai déjà vu, je crois que j'ai même parlé avec lui, mais quand je pose la question où et quand, je pourrais pas te dire. Je suis désolé. Il y a un des petits vieux qui me disait que c'était mon devoir et je pense remplir ma tâche comme il le faut. Et quoi qu'il en soit, aller jusqu'au bout. C'est vraiment aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. On vient de découvrir en images l'histoire d'Hicham qui cherche son père depuis 8 mois maintenant. 40 000 à 50 000 personnes disparaissent chaque année en France, parmi lesquelles 11 000 majeurs. Alors comment leurs familles vivent-elles sans savoir où ils sont? Comment font-elles pour supporter leur absence? Eh bien, ce sont les questions que nous allons nous poser avec vous, Hicham, et avec Christian et Nicole, qui sont avec nous cet après-midi. Derrière moi s'affichent les visages de ceux que vous recherchez. À gauche, votre père, Hicham. À droite, une photo de votre fils, Christian. Et Nicole, cela fait 3 ans et demi que vous êtes sans nouvelles de lui. Alors, pour m'aider à faire la lumière sur vos témoignages, notre avocat Marc Gégeur nous accompagnera cet après-midi. Il commentera vos parcours. Et il nous expliquera notamment le rôle des forces de l'ordre et de la justice dans ces affaires de disparition d'adultes. Hicham, merci et bonjour. Merci d'être avec nous. On l'a vu sur ces images, hein, c'est très émouvant de vous voir rechercher votre père. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ? Concrètement, je l'ai vu pour la dernière fois début juillet, fin juin, début juillet en fait. Dans quel contexte ? À la maison, petite visite que je lui donnais quotidiennement, tout le temps. Mon père est quelqu'un qui n'est jamais vraiment seul en fait, il est toujours entouré.
Mais quand je l'appelais, donc j'allais toujours à son appartement et Tous les jours alors, vous y alliez? Quasiment tous les jours. Je travaille et j'ai pas vraiment d'horaire de travail, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, les dernières fois où on s'est vus, on sentait que mon père avait clairement du mal à me reconnaître. En fait, quand il m'ouvrait la porte, habituellement, c'était un grand sourire. Et là, il y a quand même quelques secondes en train de se dire, et puis il fait « Hicham », voilà. Donc c'était assez dur. Il avait un diagnostic de poser? Il souffrait de la maladie d'Alzheimer ou de signes de dégénérescence? Voilà, exactement, il avait des sacrés signes en fait. Les sacrés signes, très simple, il cachait tous les carreaux, enfin tous les carreaux, pardon, toutes les glaces, les miroirs étaient recouverts en fait. Il les cachait? Il les cachait, exactement. Il ne supportait pas de... Alors il me disait voir qu'il y son avait image? un souci avec son reflet en fait, mais je pense qu'il ne se reconnaissait plus, clairement. Et puis il pensait, enfin si je dis il pensait, mais pour lui sa femme était revenue à la maison. Elle est décédée il y a 2 ans à peu près. Elle est revenue à la maison, elle vivait dans son placard avec son nouveau mari. Donc là on sait qu'on a atteint... Quelques signes de démence? Oui, c'est la démence. Il avait un petit syndrome de persécution qui était bien prononcé aussi. Mais un diagnostic était posé? Non, malheureusement, mon père parlait français. Il a perdu l'usage du français, donc on parlait arabe. Et même quand on parlait arabe, j'avais du mal à le comprendre par moments. Donc il a fallu que je fasse quelques petites démarches pour trouver des médecins qui puissent parler arabe, pour pouvoir le diagnostiquer correctement. Mon père est quelqu'un de très gentil, très humain. Donc vous allez lui parler et il va quand même vous dire oui, même s'il n'a pas compris. Et il y avait des prises de tête avec lui par moments où « T'as compris ce que je te dis ?» Il me dit « Oui, oui, oui. » Il m'a répète pour voir. Et puis il était ailleurs, quoi, complètement ailleurs. Donc c'était déjà un petit peu compliqué. Vous êtes fils unique? Non, j'ai une grande sœur, Latifa, et un petit frère, Aymen. Mais vous êtes très proche de lui? Très proche de lui, puisqu'il a que 15 ans, en fait. Donc petit lycéen de son Vous parlez état. du petit frère? Du petit frère, bien sûr. Ouais. Et aussi proche de ma sœur, bien sûr. Ouais. Non, mais je parlais de votre père. Ah oui, pardon. Oui, mon père, oui, on est par moments chien et chat, on est les meilleurs amis du monde, et puis il y a une complicité avec mon papa, en fait. Et ça me manque énormément. Comment vous avez appris sa disparition? Fin du Ramadan, où on a toute la famille, les amis proches qui, vous savez, les messages, on s'appelle, on se souhaite plein de bonnes choses. Et j'ai pas réussi à joindre mon père pendant une petite période, et puis j'ai ma sœur qui m'appelle, et puis j'apprends en fin de compte qu'on n'a pas de nouvelles de papa. On pensait qu'il était chez moi, et finalement je pensais qu'il était chez de la famille. Et du coup, voilà, donc par coup de téléphone avec la famille, on s'est rendu compte que, bah non, en fin de compte, personne ne sait où est-ce qu'il est, clairement. Et connaissant très bien mon papa, avec ses petites habitudes, j'ai sonné l'alerte tout de suite, quoi. Alors c'est étonnant parce que vous parlez tantôt au présent, tantôt à l'imparfait. Vous naviguez entre les deux options. C'est exactement ça. Aujourd'hui, je pense que ce que je dis, par exemple, quand les gens me demandent, quand ils regardent la vie, est-ce qu'il est toujours habillé pareil ou est-ce qu'il... j'ai plus aucune certitude aujourd'hui. Je suis certain d'avoir des doutes, en tout cas. Et je leur fais bien comprendre que les photos, par exemple, sur la vie de recherche, elles datent d'il y a 6 mois, à peu près 7 mois. Le dernier petit restaurant qu'on avait fait ensemble. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire si mon papa a pris du poids, a maigri, il a la barbe, plus sa moustache. Je ne sais pas du tout. Mais c'est compliqué à gérer en fait. Puis quand on vous pose des questions, par moments, c'est aussi difficile d'y répondre. C'est très difficile, puisqu'on se projette et on se dit, après, voilà quoi, toutes les idées noires vous viennent à l'esprit. On gamberge. Énormément, énormément. J'imagine que c'est la même chose pour Christian et Nicole. Merci d'être là tous les deux aujourd'hui. Vous êtes là pour parler de votre fils qui a 34 ans aujourd'hui. Depuis quelle date êtes-vous sans nouvelles? Le dernier jour où il a été vu identifié d'une façon formelle, incontestable, c'est le 4 octobre 2012, à Bourdoisan. Il venait d'être papa d'une petite fille. Elle avait quel âge, elle, à ce moment-là? 4 mois. Elle ne gardera aucun souvenir de son papa s'il ne réapparaît pas, bien sûr. Tout jeune papa. Vous êtes divorcés tous les deux depuis 25 ans, mais c'est ensemble que vous menez ce combat pour tenter de le retrouver. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation, notre invitation aujourd'hui? Eh bien parce que c'est, à mon sens, une des dernières chances qu'on a de retrouver la trace de notre fils. Le but de notre démarche, il est là, c'est diffuser le plus largement possible son image,
provoquer une réaction, provoquer un témoignage, que quelqu'un se manifeste, qui puisse nous dire on a vu Stéphane d'une façon formelle après le 4 octobre 2012, on peut vous dire que son parcours ne s'est pas arrêté là. Voilà, l'intérêt pour nous, il est là. C'est vraiment tenter, c'est une dernière bouteille à la mer. Alors on va saluer Maître Gégère. Merci d'être là, merci de nous accompagner. En France, une personne adulte a le droit de disparaître. Tout à fait. Rien n'empêche une personne du jour au lendemain de quitter ses proches, de ne plus donner aucune espèce de nouvelles. C'est le droit à l'oubli, le droit de librement circuler sur tout le territoire, comme bon nous semble. Ce qui est toujours très compliqué dans ces histoires, c'est que, eh bien, il y a des proches qui restent. Et pour eux, je crois que la problématique, elle est de savoir justement si la personne va bien ou pas. Alors, il y a quelques années encore, on avait un moyen qui était un moyen relativement simple à mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelait la recherche dans l'intérêt des familles, c'est-à-dire qu'on pouvait mobiliser des services de police ou de gendarmerie. Et le but était simplement de retrouver la trace de la personne, pas de la ramener, mais de pouvoir dire à ses proches, on l'a retrouvé, il ne veut pas qu'on vous dise où il est, mais il va bien. Et finalement, les gens qui sont en face de moi, si déjà ils avaient cette réponse-là, ça serait énorme pour eux, parce que c'est la principale question qui se pose. C'est qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est entre les mains de quelqu'un? Est-ce qu'il est retenu contre sa volonté? Tous les cas de figure sont envisageables et ils sont extrêmement douloureux à envisager, évidemment, quand on est ses parents, évidemment. Donc, alors justement, dans quelles circonstances une disparition d'adulte peut-elle être jugée inquiétante? Alors en fait, on a en France un système judiciaire où il y a une personne qui est un personnage clé, c'est le procureur de la République. Et là encore, il a la possibilité, il est le seul à pouvoir déterminer qu'une disparition est inquiétante ou pas. Évidemment, lorsqu'on parle de disparition de mineurs, elle est systématiquement inquiétante. Donc à ce moment-là, on engage immédiatement des recherches. Après, c'est vraiment en fonction des éléments qui sont donnés. Mais j'allais dire que pour les deux cas qui nous occupent, on peut considérer que ce sont des disparitions inquiétantes. Pourquoi? Mais parce que l'un comme l'autre avait des problèmes de santé, des problèmes pour pouvoir se positionner peut-être par rapport aux autres, dans l'espace, géographiquement. Le père d'Hicham, il peut très bien être à 500 mètres à vol d'oiseau de chez lui et ne pas savoir où il est. Avoir été recueilli par des gens, être incapable de donner son identité. Enfin, il y a tellement de cas de figure possibles. Donc c'est vrai qu'en général, lorsqu'il y a un problème d'ordre psychologique, une fragilité particulière, en général, mais ça dépend que de lui, le procureur considère que la disparition est inquiétante et à ce moment-là engage des recherches pour essayer de retrouver la trace de la personne. C'est ce qui s'est passé pour vous? Alors, Stéphane avait un statut un petit peu particulier. Il était majeur protégé. Eh ben, oui. Stéphane était sous un régime de curatelle légère. Pour quelle raison? Légère, ouais. Curateur étant son frère, parce que Stéphane avait épisodiquement des troubles de bipolarité, mais qui ne l'ont jamais conduit à disparaître jusque-là. On savait gérer ces périodes-là. Il avait été diagnostiqué bipolaire à quel âge? Le premier épisode, 2002, à Marseille. Il avait quel âge, lui? 2002, il avait 23 ans. Ou déjà, il avait fait une fugue? Non, pas du tout. Il travaillait, il préparait le brevet d'état de moniteur d'équitation, et ce brevet, il le préparait, la partie pratique et équestre, dans un centre équestre à Marseille, ou un petit village au-dessus. Bon, pas de problème particulier, ça paraissait se dérouler normalement, et un soir, on a été averti du fait que notre fils s'était livré à des débordements, on va dire qu'on n'a pas eu beaucoup d'explications, on n'a pas même su comment analyser le propos de... Toujours est-il que nous, on s'est précipité donc avec Hervé et Christou, on est allé récupérer le cheval, on a remonté le cheval à Romans, et le lendemain, je suis redescendu et me suis mis en quête de savoir où était mon fils. Et par la police, on m'a dit que mon fils était aux urgences psychiatriques de la Timone à Marseille. Et je suis allé donc aux urgences psychiatriques de la Timone, j'ai récupéré mon fils en signant une levée de HDT, et je suis rentré avec mon fils. Pour moi, l'hypothèse, c'était ou une soirée trop arrosée, ou trop arrosée, et plus éventuellement
quelques produits additionnels. Je n'ai pas du tout compris le début de pathologie auquel on était en train d'assister. Ça m'a complètement échappé. Je n'étais pas familiarisé du tout, je n'ai pas compris. On va revenir sur votre fils et sur sa pathologie. Dans votre cas, Hicham, vous avez signalé la disparition de votre père au bout de... Dès que je l'ai appris le 17, le 18, au matin. Ouais. C'est un commissariat de Champigny-sur-Marne. En fait, vous avez découvert à ce moment-là que tout le monde était sans nouvelles depuis un certain temps. Exactement, hein, en fait. Ça faisait combien de temps? Clairement, allez, 10 jours. 10 jours, ouais, exactement, c'est ça. Est-ce que vous vous en voulez? Est-ce que vous vous culpabilisez d'avoir été loin à ce moment-là? Alors, parce que manifestement, ça ne vous arrivait pas souvent. C'est vrai que j'ai eu une période où je m'étais placé énormément à l'étranger, dû au travail et au projet. La seule chose sur laquelle, comment dirais-je, je peux m'en vouloir, c'est d'avoir pris peut-être un peu trop de temps, en fait, avant de l'emmener voir des spécialistes. J'ai dans mon cercle d'amis des gens qui sont psychologues. Je suis un ancien éducateur, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que je me renseignais énormément. Et puis, une amie m'avait dit, il y a un bout de temps déjà, t'es au départ de quelque chose, il faut surveiller. Puis quand une fois qu'on avait réellement perdu mon père, entre guillemets, je lui ai raconté, elle m'a dit, ah ouais, non, elle était en plein dedans, quoi. Elle était vraiment en plein dedans. Les délires, les démences, petites anecdotes où mon père me disait que pendant la nuit, des gens venaient taper à sa porte pour lui voler ses meubles. Et je voyais aussi que, par exemple, mon père, c'est une bibliothèque. Quand il me raconte ses histoires, on voyage. Et là, ces derniers temps, je voyageais plus trop, puisqu'il n'arrivait plus à terminer ses histoires. Donc on voyait les troubles de la mémoire. Il avait un problème avec les prénoms. Et puis voilà, jusqu'aux épisodes où quand il vous ouvre la porte, il vous regarde et puis... C'est difficile d'accepter aussi, j'imagine, et on doit mettre un certain temps avant de pouvoir réagir. Christian, ce sentiment de culpabilité, vous l'éprouvez aussi à l'égard de votre fils? Énormément. Vous reprochez quoi? D'avoir loupé la dernière étape. Jusque-là, on avait toujours su à peu près gérer, anticiper, faire face. On arrivait à... Et là, la dernière fois, il nous a échappé complètement. Ça lui était déjà arrivé de partir sans vous prévenir? Ah non. Des épisodes un petit peu de bipolarité, oui, mais qu'on a toujours su gérer, anticiper, canaliser. On n'avait jamais perdu le contact, sauf cette dernière fois où... il avait déjà fait une fugue en 2012. Non. C'était un jour. Période, on va dire, d'explosivité. Il était parti, on lui a couru après, entre guillemets, avec son frère dans la plaine de Romans. Mais c'était... Les hommes, dans ce genre de situation, sont capables de déployer une énergie, mais il a couru 2 marathons dans une journée. Quand on l'a trouvé, il était laminé, mais on l'a retrouvé redescendu pratiquement. Mais on va pas dire bien, mais... Ce qu'il faut peut-être dire, Christian, quand même, c'est qu'à partir du moment où votre fils a fait l'objet d'un placement sous curatelle, ça veut dire qu'il a été évalué. Ça veut dire qu'un psychiatre l'a rencontré, l'a évalué et a considéré que son état de santé ne nécessitait pas une mesure de protection extrêmement forte, parce qu'une curatelle simple, c'est vraiment une surveillance légère des actions qui sont posées par la personne. Mais c'est vraiment, j'allais dire, presque le plus bas niveau de protection. Donc vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir vu le problème, si j'ose m'exprimer ainsi. Enfin, c'est mon fils. Hein. C'était quand même à moi qu'il incombait de voir le problème et qu'il n'ait pas vu. Ça, quand on tourne le problème comme on voudra, le problème, il est là. Hein. Oui, mais souvent, quand on est affectivement touché par une personne, regardez Hicham, pourtant, le tableau, quand vous le regardez objectivement, Hicham, le tableau, il est évident. On n'a pas envie de voir ça. C'est pour ça que ce sont des tiers qui s'occupent de ça. Exact. Et je trouve que peut-être on n'avait pas pris, les professionnels n'ont pas pris à ce moment-là la mesure de sa souffrance. Il menait quelle vie en dehors de ces crises? Il avait une vie qu'on peut dire normale, entre guillemets. Stéphane avait passé le permis de conduire poids lourd, il avait toutes les formations possibles associées. C'était... Alors j'en parle à l'imparfait. Je voudrais pourtant m'interdire de le faire et j'y arrive plus. Mais Stéphane a gagné sa vie comme chauffeur routier, Stéphane a gagné sa vie comme moniteur d'équitation. C'était quelqu'un
d'intelligent. Hein. De très perspicace, d'observateur. C'est un garçon très agréable. Hein. Tout son entourage est unanime. Stéphane était quelqu'un de très apprécié. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour de septembre 2012, le jour de sa disparition? Septembre 2012, le 23 septembre 2012, c'était le jour anniversaire de mes 60 ans. J'avais 60 ans ce jour-là. Stéphane est passé à Tullin, chez moi. Je n'y étais pas. Vous étiez où? Aux champignons, dans le coteau dessus, est parti faire un bout de randonnée. Connerie monstrueuse. Hein. C'était le jour où il fallait pas y aller, c'est le jour où j'y étais. Et mon frère m'a appelé pour me dire, écoute, il y a Stéphane qui est à Bourdoisan, et en état, on va dire, de crise un peu plus avancée, là, en état d'errance, on va dire. Voilà. Alors je suis monté à Bourdoisan. Bon, je savais par expérience que dans ces moments-là, il fallait surtout pas trop mettre la pression. Plus on met la pression, plus on pousse à l'évasion incontrôlée. Qu'est-ce que vous entendez par mettre la pression? Chercher d'une façon trop ostensible, si vous voulez faire trop de remue-ménage autour de lui. Donc il fallait le chercher tout en restant à distance. Il fallait rester à distance le plus possible, que les gendarmes ne se fassent pas trop voir, que tout le monde reste en retrait, parce que pour lui, dans ces cas-là, l'autorité et ses parents, c'était synonyme d'hospitalisation, il faut être clair. Donc là, c'était... Et hospitalisation, on pourrait en faire un livre, hein. Ça, on a tout connu à travers lui. Là. Et plus de nouvelles, donc jusqu'au 4 octobre. Au 4 octobre, là, il a vraiment été identifié d'une façon formelle. Hein, au même endroit? Non, dans Bourdoisan même, Bourdoisan village, devant un restaurant de sandwich kebab, là, où il a rencontré quelqu'un qui a été entendu par les gendarmes. Moi, je ne l'ai pas rencontré, cette personne, mais moi, je l'ai rencontré. Toi, tu l'as rencontré. Disons que tout ce qu'il a dit à cette personne était vrai et cohérent. À l'évidence, pas dégradé physiquement, propre. Donc, ça veut dire que pendant une semaine, il a été aidé, qu'il a été assisté. Et puis après, plus rien. Alors, vous l'avez cherché par vos propres moyens, Christian? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour tenter de le retrouver? Moi, si vous voulez, j'ai zoné là-haut dans le quartier pendant, on va dire, à peu près 3 mois, où j'y passais une partie des nuits. Alors, je garais ma voiture à l'extérieur, et puis après, je me mettais surtout en situation comme lui. Je me suis dit, est-ce qu'il peut être tenté de se rapprocher de quelqu'un qui voit, sous réserve qu'il soit dans cet état-là et dans cette situation. Je ne l'ai jamais croisé, je ne l'ai jamais vu. Jamais une seule fois. J'ai fait tous les abords de route. Je me suis dit, bon, il est parti, peut-être au bord de la route, une voiture, un camion, un accident. J'ai fait tous les abords de route qui partent de Bourdoisan, qui descendent jusqu'à Grenoble. Je les ai faits dans les deux sens, et puis j'ai recommencé au printemps. Une fois que la végétation était bien rabattue, je me suis dit, peut-être que je verrai un peu plus loin, mais j'ai pas trouvé une chaussure, j'ai pas trouvé un effet personnel, je n'ai rien trouvé, rien. Vous êtes même allé jusqu'à vous mettre dans la peau d'un SDF? Ah oui, je me suis... Enfin, mettre dans la peau d'un SDF, disons que j'en ai adopté un petit peu le look, si vous voulez, si on veut arriver à poser des questions et puis à pas être... il faut avoir à peu près les codes. Hein. Pour infiltrer Bon, je n'ai pas infiltré grand-chose. Hein. J'ai posé des questions, j'ai fait parler quelques personnes, si vous voulez, mais ça a été sans résultat. Rien. Au fond de vous, vous pensez quoi? Moi, ma conviction profonde, alors c'est pas celle de Nicole. Pour Nicole, il a fait les frais d'une agression et je crains que ça soit... Pour moi, aujourd'hui, c'est l'hypothèse la plus plausible. Et vous, Nicole? Ah non, moi je pense qu'il est vivant. C'est vrai que plus les jours passent, bon, il y a du découragement quand même, hein, ça fait bientôt 4 ans. Moi, au fond de moi, je le sens vivant. Je pense qu'il est dans une communauté, il a probablement fait un hôpital psychiatrique, et encore une fois, il veut s'en sortir tout seul et sans nous. Mais s'il avait fait un hôpital psychiatrique, on ne vous aurait pas... Non, l'anonymat, c'est quelque chose de terrible. Marc?
Si c'est une hospitalisation volontaire, il n'y a aucune difficulté. Effectivement, quand quelqu'un veut se retrouver en soins psychiatriques, En gardant l'anonymat. il a le droit absolu à l'anonymat et à ne faire savoir à personne qu'il est effectivement hospitalisé. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'hospitalisation à la demande d'un tiers, où là c'est une hospitalisation sous contrainte, où effectivement non seulement les gens sont prévenus, mais de surcroît il y a un contrôle par un juge qui est fait pour vérifier que les conditions de l'hospitalisation sont remplies. Mais n'importe qui peut effectivement être protégé pour être soigné dans un hôpital psychiatrique sans donner son identité, en tout cas pour qu'elle ne soit pas révélée. Ça, c'est une évidence. Donc ça rend les choses encore plus compliquées. Est-ce que ça peut durer 3 ans et demi? Une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique 3 ans et demi, c'est beaucoup. En général, si vous voulez, l'hôpital psychiatrique, il sert un peu de garde-triage. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on l'a en observation, et quand on a diagnostiqué ce dont il avait besoin, il est en général acheminé vers des centres spécialisés qui correspondent à sa pathologie ou à sa souffrance. Mais rester 3 ans et demi dans un hôpital psychiatrique, ça me paraît compliqué. Et la mère de votre petite fille n'a eu aucun élément, aucune information? Personne n'a eu le moindre signe de vie, d'existence. Ouais. Depuis ce 4 octobre, c'est le vide total. Mais Hicham, excusez-moi, mais vos deux hypothèses se tiennent, l'un comme l'autre. Parce qu'il n'y en a pas une qui est plus vraisemblable que l'autre. Parce que si on reprend la vôtre, Christian, quelqu'un qui a été agressé et donc dont le corps est quelque part, c'est extrêmement rare qu'on ne retrouve pas le corps de quelqu'un. Sauf s'il a été dissimulé. Oui, mais même dissimulé, vous savez, moi j'habite dans l'Oisan, il y a eu plusieurs disparitions accidentelles. Tous les corps, un jeune, Vincent Marin, a été retrouvé, l'autre dans le... Oui, on les retrouve. Ils sont retrouvés. Oui, c'est ce que S'il n'y a je vous pas de volonté de dissimulation, le corps, on le retrouve. Je pense sincèrement que si on ne le retrouve pas, c'est que quelqu'un met tout en œuvre pour qu'on ne le retrouve pas. Oui, oui, tout est envisageable, mais en général, ce genre d'agression, c'est pas quelque chose qui est très réfléchi. Donc, on laisse le corps là où il est. Éventuellement, on le met un peu plus loin dans les bois, mais on va pas non plus engager. Pardon, mais est-ce qu'il y aurait eu des raisons de l'agresser? Est-ce qu'il avait des ennemis? Est-ce que... Non. Non. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de raison non plus d'être l'objet d'une agression. Non. Une mauvaise rencontre. Oui, mais ça, une mauvaise rencontre dans le sens que Christian imagine ou dans le vôtre. Parce qu'on peut aussi rencontrer des gens qui vous disent qu'il faut absolument plus avoir aucun contact avec le monde extérieur parce que c'est très important de rester entre nous, etc. Et on connaît, vous comme moi, des sectes dans lesquelles ça se passe comme ça, où des années plus tard, on retrouve des gens qui ne savent même plus comment ils s'appellent d'ailleurs, tellement on les a endoctrinés. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de possibilité de pencher d'un côté ou de l'autre. Hein, Hicham, vous aussi, vous avez dû mener vos recherches Exactement. tout seul. Exactement. Qu'est-ce que vous avez entrepris? Pas vraiment tout seul, j'étais bien entouré. Donc les premières choses qui ont été faites, ça a été de l'affichage dans notre ville en fait. Donc on a affiché dans les halls, on a affiché là où on pouvait afficher, les endroits de passage, les marchés, les mosquées. Tous les endroits de passage, les magasins, même un grand magasin, une grande enseigne où je m'étais amusé sur les portes coulissantes à mettre des affiches qui ont été retirées. Puis je suis reparti les remettre encore une fois. Je sais qu'on n'a pas le droit. Du premier endroit où vous avez... Le cimetière de Thiers, parce que c'est là où est enterrée ma maman, en fait. Et vous espériez qu'il aille lui rendre visite? Voilà, exactement. Je me suis dit... Il y allait souvent? On y allait, c'est vrai qu'on y allait. Mais comme on m'a expliqué que un malade d'Alzheimer occulte certaines années de sa vie, enfin un certain nombre d'années de sa vie, il a tendance à se souvenir des années... exactement, voilà, tout à fait. De ses jeunes années. Entre guillemets, voilà, c'est ça. Pas du passé récent. Voilà, exactement. Donc du coup, moi, ma maman nous a quittés il y a à peu près 20 ans. Donc je me dis, bon, ça pourrait peut-être coller, puis ça serait plus ou moins facile de le retrouver dans un cimetière, entre guillemets, là où est enterrée sa femme, sa première femme en tout cas. Et du coup, non, rien, absolument rien. Donc c'est vraiment le premier endroit où je suis allé, juste après le commissariat d'ailleurs. Et puis par la suite, donc, petite campagne d'affichage. Et on est rapidement confronté à la réalité, à savoir, c'est le regard des gens. Alors mon père, 40 ans dans le même quartier. Donc tout le monde le connaît, il connaît plus ou moins tout le monde. Et du coup, quand on affiche, et puis il y a des gens qui disent « Ah, c'est ton papa », et donc, ça vous prend vraiment quand même aux tripes.
Et le souci, c'est qu'on se dit que finalement, il y a une limite à ça, à afficher. Ça n'ira pas plus loin que le quartier, en fait. Ouais. Donc du coup, c'est là où j'ai entrepris de monter une page Facebook, tout simplement. Et travaillant dans les réseaux sociaux, donc du coup, j'ai un petit peu mis mes compétences au service de cette quête, puisque pour moi, on est plus dans la quête, là, aujourd'hui, l'enquête, la quête. Et du coup, ça a marché, ça a pris. Il y a eu une portée que je n'imaginais pas, clairement. Et ça vous a donné des informations? Énormément. J'ai eu beaucoup de partages d'expériences, surtout de la part de personnes qui ont vécu ces tragédies et qui vous donnent énormément d'espoir. Rapidement, j'ai des personnes qui m'ont expliqué qu'ils avaient retrouvé leur mamie 2 ans, 3 ans plus tard, qui ont été pris en charge par des familles, retrouvés dans la rue. Alors on se pose la question, comment fait-on pour prendre quelqu'un et ne pas chercher à savoir d'où vient cette personne-là? Donc c'est un vide. Clairement, je n'arrive pas à me mettre à la place de ces personnes-là. Et dernièrement, j'ai un jeune qui habite dans le 77 qui a retrouvé son papa au bout de 3 ans et demi à Barbès. Un petit Chibani qui ressemble à mon papa. Et qui l'a retrouvé, il vendait, je crois, sur les trottoirs de Barbès, le jour de marché, il vendait, je crois, des jeans. Je me souviens plus trop, malheureusement. Et il m'a expliqué que tous les jours, il allait sur Paris. Et finalement, un jour, il voit un petit vieux qui ressemble à son papa. Et on se rapproche de lui, c'est lui, il parle avec lui, donc son père ne l'a pas reconnu. Et au fil de la discussion, il commence à reconnaître son fils, en fait. Et puis, et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'est pas reconnu, mais qu'il soit capable de vendre des jeans. C'est là où, après, je pense qu'il faut être spécialiste, connaître la maladie sous toutes ses coutures pour savoir comment on peut réagir à... C'est pour ça, d'ailleurs, que pour les gens qui, parfois, sont amenés à rencontrer, croiser la route ou à recueillir des gens comme ça, c'est difficile de déterminer... Quand on n'a pas j'allais dire, les références familiales, exact. On peut pas. Une personne peut vous dire, mais j'ai pas d'enfant, et vous n'avez pas le moyen de vérifier, et je m'appelle un tel, et vous n'avez pas le moyen de vérifier. Donc il peut y avoir une espèce de semblant de cohérence qui fait que on n'a pas le sentiment que la personne est malade. J'ai des amis, des voisins, même de la famille. Voilà, on n'est pas en contact tout le temps ensemble. Mais quand je leur disais que papa avait Alzheimer, je dis, mais pourtant, quand je l'ai vu, on a l'impression que non. Je sais pas, justement, c'est ça le truc, c'est que c'est pas une maladie qui se voit tout de suite. Bien sûr. Elle se voit pas. Et c'est peut-être, voilà, c'est comme ça. Et ce qui fait alors, que quand vous recueillez des témoignages comme cela, ça vous donne de l'espoir. Oui, vous bien sûr. accrochez à cet espoir. On est obligé. On est obligé, puis on se bat, on lutte. Donc forcément, puis voilà, l'espoir fait vivre. Et quand je disais que j'étais bien entouré, c'est que j'ai des amis qui sont gendarmes, d'autres policiers. Et puis ils ont été très clairs avec moi dès le début. Puis quand on faisait les maraudes, donc on a plus ou moins organisé les maraudes, m'expliquaient, voilà, on fait comme ça, tu perdras pas ton temps, et puis tu canalises ton énergie aussi. Et du coup, il y a eu cette phrase aussi qui a été sortie à un moment. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais dont celle-ci, l'une des premières, c'est, tu sais, Hicham, en France, un corps, ça se retrouve. En fait, bêtement. C'est vrai, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On retrouve un corps. Oui. Bon, après, en fonction de ses croyances et puis de ce qu'on pense, voilà, moi, je reste sur le principe où je me dis que voilà, si mon père est décédé quelque part, on le retrouvera. Mais donc vous y croyez? J'y crois. Vous êtes toujours en contact avec la police? Oui, je vais dire oui. C'est un petit peu particulier parce que, sans casser du sucre ou en restant toujours très positif, c'est un petit service qui gère la recherche des personnes. Je citerai d'ailleurs Thierry Coulon qui nous a donné un petit coup de main, qui est avec nous d'ailleurs. Il connaît le sujet mieux que moi. C'est un service de 6 personnes qui gère l'Île-de-France et les départements aux alentours, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Ça vous paraît insuffisant? C'est juste insuffisant. C'est un service où ils ne sont pas très nombreux et ils ont Paris, Intramuros, plus les 3 départements limitrophes, ce qu'on appelle le SGAP. Ouais. Donc ça fait pas mal de personnes. Donc pour un service comme le leur, donc, ils sont débordés. Donc vous pensez qu'ils ne se donnent pas les moyens de... Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais je pense que ils sont, enfin, à mon sens, ils sont peut-être pas suffisamment nombreux ou suffisamment... voilà. Et justement, la petite anecdote par rapport à ça, c'est que mon père a été reconnu formellement par 3 agents de la RATP cet été. J'étais à une porte de Paris, donc en moto. Donc on m'a appelé, donc c'est Thierry qui m'appelle. J'ai dû mettre 5 minutes réellement pour aller jusqu'à Barbès en étant très inconscient. Et arrivé au métro donc de Barbès-Rochechouart, donc je suis arrivé sur le quai, donc pas là.
Je suis remonté à la cabine, enfin à l'accueil de la station, et puis on m'a fait rentrer. Et puis là, il y avait à peu près 5-6 agents. Et puis ils m'ont expliqué, voilà, clairement, on a été 3, on l'a reconnu, on lui a parlé. On n'a pas autorité pour retenir les gens. On ne peut pas. On n'est pas de la police, voilà. Donc on lui a demandé de rester. Il est parti, il a pris le métro. Ce qu'il faut savoir dans les transports, 2 minutes, c'est une éternité. Il m'avait donné une référence de temps, 3-4 minutes, c'est une éternité. Le temps que les métros passent. Et du coup, ils m'ont expliqué tout bêtement qu'il y a un système de surveillance, caméra, heure de passage et le numéro des caméras. Donc j'ai écrit un joli petit mail au fameux service. Et puis j'ai eu une réponse qui était un petit peu, je sais pas comment dire, irréaliste. Elle n'a pas du tout été dans le sens de la recherche. On m'a expliqué que c'était une enquête administrative, donc du coup on n'avait pas accès aux caméras de la RATP. J'ai un peu pété les plombs à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu un commandant qui m'a rappelé 10 jours après et qui comprenait pas trop. Donc il faut savoir que c'était les vacances. Donc je me suis dit, bon, peut-être que les services, les gens, je sais pas comment ils s'organisent. Et il y a eu un gros couac pour moi en tout cas. Et on aurait pu savoir si c'était mon père, clairement. Mais j'ai jamais pu savoir finalement. Donc ça, c'était combien de temps après sa disparition? Ça devait être 2 semaines à peu près, 2 semaines après sa disparition. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais, 2 semaines. Ouais. Mais il n'y a pas eu de signes plus récents? Non, clairement non. Après, c'est beaucoup de signalements de personnes. Alors, mon papa, la moustache, un béret, une gabardine, c'est juste un profil lambda de chez lambda. Il n'a pas de signe apparent. Il ne boit pas, il ne fume pas, il n'a pas de balafre sur le visage, il n'a pas de canne, il marche correctement. Petite force de la nature. Et finalement, voilà, quand on était sur Barbès, dans Paris, donc on faisait Stalingrad, Belleville. J'aime bien une petite force de la nature. Ouais. Ça reste une force de la nature. Oui, voilà, parce que bon, il paraît comme ça, mais voilà, ça a un petit rock. Et donc de Belleville, Stalingrad, Père-Lachaise, même on repart de là. Il y a toute la communauté maghrébine qui est là-bas, et même en dehors de la communauté maghrébine, arrivé à un certain âge, ils ont tous le même profil. Voilà. Alors, sauf qu'il a quand même des vêtements d'été, puisqu'il a disparu en juillet. Oui, il avait son polo, quoi, habillé. Qu'il en est d'autres. C'est approximatif, en fait. Aujourd'hui, voilà, on n'a plus du tout, plus aucune certitude, ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous, Christian et Nicole, est-ce que vous avez été épaulés dans vos recherches par les gendarmes? Alors, au moment de la disparition, oui, les gendarmes ont été alertés, ils ont démarché un petit peu. Bon, je veux croire qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils n'ont pas pu grand-chose. Mais bon, avec leurs moyens, et puis on va dire qu'ils ont fait pour le mieux. Bon, vous n'avez pas l'air très convaincu de l'efficacité. Dans la mesure où ça n'a pas donné de résultat, il n'y a pas matière à être convaincu. Hein. Et Nicole, vous avez cherché vous-même à retrouver votre fils? Alors moi, j'ai cherché par Internet. Donc j'ai écrit D'abord, il y avait beaucoup de travaux sur la Bérarde, le fleuve, enfin je sais pas comment on dit, la rivière qui travaille pour Doison. Donc j'ai commencé à écrire à EDF par mail, à la mairie, au syndicat d'initiative, au syndicat de l'Alpe d'Huez, des Deux Alpes, tous les covoiturages. Vous avez envisagé toutes les hypothèses. Voilà, et bon, évidemment, ils m'ont tous répondu. Hein. Tout le monde m'a répondu négativement. Donc j'ai contacté tous les clubs hippiques de France, toutes les associations Emmaüs, toutes les associations d'SDF de Paris, voilà. Le 115 du particulier, où j'ai eu d'ailleurs la présidente qui m'a dit que c'était pas du tout le profil de ces gens-là, enfin c'était pas le profil de Stéphane que ces gens-là recueillaient. Et puis je me suis mis à écrire à mon fils, quoi, en fait. Sur Facebook. Et vous, Hicham, aussi, vous avez utilisé les réseaux sociaux. Vous disiez tout à l'heure que c'est votre métier, donc vous avez mis vos compétences au service de vos recherches. C'est ça, exactement. Et puis je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. Donc c'est un moyen de toucher un maximum de personnes. Et puis on a aussi retour d'expérience et puis des informations. Il y a peu de temps, j'ai appris qu'il y avait des associations qui prenaient en charge les SDF. Donc à savoir des familles d'accueil pour les SDF. Je ne savais pas du tout que ça existait. Et c'est ce type d'information qui vous permet de découvrir de nouvelles pistes encore. Ouais. Alors un de vos messages nous a particulièrement touchés à la rédaction. Dans un message, j'avais expliqué que
ces mots n'étaient pas les miens, en fait. À savoir, c'est que la déprime, le désespoir, l'anxiété, le stress, ça vous pousse, c'est une énergie, en fin de compte. Après, c'est soit on arrive à canaliser cette énergie-là et essayer de sortir quelque chose de positif, soit on sombre, en fait. Il y a des moments où on a beau être fort dans sa tête, on va quand même sombrer. Et je tiens à remercier quand même... Vous en êtes où, vous, là? Justement, je tiens à remercier ma femme pour le soutien qu'elle m'apporte. Je lui dis pas forcément. Je sais qu'elle en bave, clairement. Clairement, parce que je sais que par moments, c'est très difficile pour elle. Elle a son caractère, j'ai le mien. Et en ce moment, je sais que je suis un petit peu quelqu'un d'autre, en fait. Donc on est marqué, hein, clairement, on est marqué. Bah ouais, c'est normal. Et, voilà. Est-ce que vous voulez le lire face à la caméra, ce message, pour si jamais il regarde cette émission? Alors oui, pourquoi pas. Papa, il est tard et tu n'es toujours pas rentré. Je garde espoir, un jour ou l'autre, au détour d'une rue, sur un banc, dans un parc de réfugiés, un foyer ou sur la rue allongée. Je n'ai pas prévu de m'arrêter tant que mon cœur bat. Je suis à ta recherche, papa. Hicham, ton fils. Parc de réfugiés. Parce qu'à Stalingrad, il y avait un moment beaucoup de réfugiés, en fait. Donc avec des amis, on est rentré dans ces parcs. Et Paris, c'est pour moi une très très belle ville, si ce n'est peut-être la plus belle ville du monde. Mais il y a un côté de Paris qui est, comment dirais-je, sombre. Très dur, très sombre. Sur les quais de Gemap, par exemple, la nuit, Paris, c'est plus Paris, en fait. J'avais des photos, je crois que je les ai effacées, mais sur 50, peut-être 30 mètres, des petits lits de camp, en fait, des sacs de couchage. Et Stalingrad, à ce niveau-là, je suis dans le caritatif, je suis déjà parti en Afrique pour donner des coups de main à des associations. Et à certains moments, on reconnaît certaines problématiques. Et on s'aperçoit qu'elles sont aussi ici, en fait. Voilà. Quelle est votre conviction? Toujours vivant. J'espère, quelque part, en train de manger des petits gâteaux, en train de regarder la télé. Mais pour moi, toujours vivant. Ouais. Vous espérez qu'il soit recueilli, qu'il y ait des gens qui s'occupent de lui. Exact. Mon père, je crois qu'on le voit sur les photos, il a un visage assez doux, attachant. Il avait aussi chez lui une petite aura, comment dirais-je... Une petite aura de petite force de la nature. Exactement. C'est ça. Thierry, vous êtes le fondateur de l'association Assistance et Recherche de personnes disparues. Actuellement, vous travaillez, vous, sur combien de dossiers? Actuellement, on a un peu plus de 420 dossiers sur l'ensemble du territoire français. Est-ce que vous connaissiez Thierry et son association? Exactement, oui. On a été, je crois que c'est par le biais de ma sœur, en fait. Voilà, c'est par le biais de ta sœur et on est intervenu pratiquement au bout d'une semaine, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Et on est intervenu avec toi sur pas mal de... Et puis il nous a accompagnés vraiment dans... C'est vrai que, on arrive, c'est l'inconnu du total. Hein. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la recherche de personnes. Donc Thierry en fait partie et c'est vrai que c'est réconfortant et on sent une aide arriver. En fait, clairement. Et puis, encore une fois, l'expérience fait que, voilà, on vous dit, faites ceci, faites cela. Et vous êtes arrivé de résoudre certaines enquêtes? Ah oui, ne serait-ce que l'année dernière, on a résolu 43 dossiers. 43 dossiers sont résolus par l'association. Christian, vous avez cherché votre fils pendant... Qui sont les nôtres, hein, avec les moyens qui sont les nôtres, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens que les services officiels. Ouais. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Christian, vous avez cherché votre fils pendant 1 an et demi. Pendant une grosse année, j'ai focalisé là-dessus, on va dire, à 80%. Ça veut dire que vous avez mis votre vie complètement de côté, votre travail? Entre parenthèses, pour une bonne part, on va dire. Bon, on ne peut pas non plus, après, il y a une limite, on peut pas... Bon, avec Nicole, on n'est plus ensemble, moi j'ai une compagne, j'ai une fille, on a un autre fils, il y a quand même une vie aménagée. Ouais. Mais est-ce qu'on n'est pas rongé par la culpabilité au point, finalement, de s'interdire de vivre sa vie quand on est à la recherche d'un proche, comme ça? Est-ce qu'on ne se dit pas que tout doit être
concentré dans cette recherche et qu'on n'a pas le droit de vivre sa vie. Ça vous arrive de Pour ma part, de au début, ressentir c'était ça ça, en fait. C'était pas un reproche, c'était plutôt un sentiment du devoir, en fait. Il faut le faire. Alors on oublie tout, hein. Clairement, c'est ça. Moi, pour moi, je pense que c'est ce que vous avez dû vivre. C'est-à-dire que dès que vous avez un peu de temps libre, vous dites je me dois de chercher mon père. Au-delà de ça, c'est tout le temps, en fait. Ouais. Tout le temps. À chaque fois, un coup de téléphone, par exemple. Alors là, le téléphone, c'est une grande histoire. Mais dès qu'on allume un ordinateur ou dès qu'on est dehors, assez souvent, je fais des footings. Et même mes trajets, maintenant, sont choisis pour passer aux endroits, entre guillemets, où je sais qu'on peut retrouver des gens dans la rue, ou à des endroits où il y a beaucoup de passages aussi. Et, des endroits où vous êtes susceptible par exemple, se rendre. Exactement, tout simplement. Alors on fait les gares, on passe aux abords de gare. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, les premiers instants, enfin même limite les premiers mois, j'étais sur une autre planète. J'étais plus là. Clairement, j'étais plus là. Clairement. Et on s'oublie et on oublie aussi son rôle de, voilà, exactement. Rôle de mari, rôle de papa, rôle de plein de choses. Et puis le travail aussi. Moi, pour ma part, j'ai vraiment occulté le travail. C'était vraiment de côté. Et après, il y a la réalité qui vous rattrape. Et moi, cette période-là, je venais d'être papa pour la 2e fois. Donc la dernière, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cet été, quoi. Vraiment pas. C'était je regarde, c'est ma fille, ok, d'accord. Je vais m'endormir. Et encore, je dormais 1 heure ou 2, et après je repartais. Voilà. Et Christian, vous aussi, ces recherches vous obsédaient tellement que vous avez, que certains de vos proches n'ont pas compris que vous soyez à ce point investi? Non, tout le monde l'a parfaitement compris, y compris le cercle, on va dire, le plus rapproché des vrais amis. Tout le monde a partagé et a compris. Ça, là, il n'y a pas de problème. Alors d'ailleurs, certains de vos proches vous soutiennent au quotidien. C'est le cas de Laurent. Il a tenu à vous adresser ce petit message. Bonjour Christian. Voilà, par ces quelques mots, je voudrais te dire que depuis la disparition de ton fils Stéphane, je sais à quel point cette souffrance te ronge de l'intérieur. Et que ton besoin légitime de savoir ce qui est réellement advenu de lui s'est transformé en la quête de ton Graal. Sache que je suis de tout cœur avec toi et tu sais que je ne suis pas le seul. J'espère au plus profond de moi que tes questions sans réponse à ce jour auront une fin heureuse. Laurent, Jean-Jacques, mon cercle d'amis, il est très limité. Hein. On n'est pas. C'est des gens sur qui je peux compter, je le sais. Et qui contribuent à me sortir de ce marasme. Des fois aussi, on persiste à faire un peu de moto, à faire du ski. Comment le formuler? Moi, Stéphane, c'est un espèce de bruit de fond, si vous voulez. Si je trouve matière à occuper mon temps autrement, j'arrive à l'occulter. Mais il ne faut pas que je m'arrête. Si je m'arrête trop, après ça redevient un peu obsessionnel, de moins en moins quand même. Ça l'a été beaucoup plus que ça ne l'est plus, on va dire. Mais il ne faut pas grand-chose quand même. Votre petite fille, qui a 4 ans aujourd'hui, elle doit occuper beaucoup de place dans votre cœur, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle sait de son papa? Elle sait qu'il est... Elle sait qu'elle n'a pas de papa, quoi. Je lui montre beaucoup de photos de famille. Elle aime beaucoup voir les photos de moi quand j'étais petite, à l'école, de mon père et ma mère qui sont décédés. Mais voilà, elle a l'histoire de la famille. Elle aime bien voir ça. Presque autant que les photos de son papa. Et je pense qu'elle a quelque chose qui la sécurise malgré tout, cette petite fille, c'est qu'elle habite chez son papa. Et ça, elle a pris conscience du fait que la maison, c'est la maison de son papa, que, voilà. Je ne pense pas dire de bêtises en disant que ça l'a intégré et que pour elle, quelque part, ça la sécurise un petit peu. Je pense parce que peut-être qu'elle se dit qu'il y reviendra dans sa maison un jour. Puis la maison, ça t'abrite, la maison, tu ouvres la porte, t'es chez toi, et bien quand elle est chez son papa. Et ça, je crois qu'elle l'a... C'est une manière de partager quelque chose avec lui. Oui, je pense que c'est important. Comme elle partage aussi ses moments de souvenirs, et elle mélange les vôtres et ce qui doit être les siens. Oui, tout à fait. Parce que tout ça, ça fait partie d'un tout pour elle. C'est marrant qu'elle aime bien voir les photos de ma maman et mon papa. Oui.
Parce qu'elle vous met à sa place. Oui, je pense. Je pense que toutes les deux, c'est vrai qu'il y a une complicité dans cette histoire. Il y a déjà une complicité, ouais. Ouais. L'autre fois, elle voulait voir les montagnes, alors je lui montre l'Alpe d'Huez. Et je lui dis, tu sais, on a beaucoup skié avec ton papa, là. Alors elle me montre un skieur, elle me dit, tu crois que c'est lui? Alors, je sais pas. Elle me dit, on va dire que c'est lui. C'est mignon. C'est mignon. Voilà. Hicham, en préparant cette émission, vous nous avez parlé d'une promesse. Oui, c'est vrai. Alors, j'avais fait une promesse à mon père. Je dois avoir quoi, 17-18 ans. En fait, je venais de faire mes premières médailles dans le sport. Quel sport? Taekwondo. Je suis un ancien athlète de haut niveau, en fait. J'ai intégré l'équipe de France quelques années plus tard. Et à mes premières médailles, il y a eu un petit article avec mon nom. J'étais cité dedans, comme quoi j'avais fait un résultat. J'étais parti avec le magazine, je suis parti voir mon père. Je lui ai dit, tiens, regarde, papa, d'ici quelques années, ton nom sera connu. Et en fin de compte, c'est cet été, en faisant la marotte, je me suis rappelé de cette promesse. Finalement, il m'a battu à plat de couture, en fait. C'est qu'il n'a pas eu besoin de moi pour qu'on le connaisse, en fait, son nom de famille, tout simplement. Et voilà, c'est l'ironie du petit truc, quoi. Terrible de vivre dans l'incertitude et dans le manque et l'absence. Je pense que ce soit, je vais peut-être être un peu brutal, mais que ce soit les parents de Stéphane ou Hicham qui cherchent son père, si le pire était arrivé et qu'ils le sachent, ils ne seraient pas dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Ils seraient libérés. Parce qu'on pourrait avancer en fonction de ce qui s'est passé. On n'avance pas sur une incertitude, on n'avance pas sur des doutes. C'est toute la difficulté. Mais je pense que ce que vous faites avec votre petite fille, c'est fondamental. C'est très important. C'est très important pour elle comme c'est très important pour vous. Et je trouve que de dire qu'il est là en bruit de fond, c'est très révélateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas occulter ça. Mais pour autant, il ne faut pas non plus oublier de vivre. Parce que cette petite fille mérite de rire, parce que cette petite fille mérite d'avoir des moments de grande insouciance et de joie, comme les vôtres, Hicham. Comme vos enfants méritent aussi d'avoir un père qui est là et qui rigole avec eux et qui n'est pas tout le temps à faire du jogging téléguidé en fonction des endroits où on voit les uns ou les autres. C'est vrai qu'on se ressaisit et puis on reprend cette fameuse casquette de papa et de mari. C'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qu'il faut. En tout cas, vous portez joliment votre casquette de fils. Merci. Lors de la préparation de cette émission, nous sommes entrés en contact avec beaucoup de familles dans la même situation que nos invités. Certaines d'entre elles ont souhaité lancer un appel à témoins. Regardez. Mamie a 80 ans, mais elle en paraît plutôt 70. Elle fait 1m60. La dernière fois qu'on l'a vue, elle portait un jean avec une veste de couleur claire. Et elle a le contact facile, elle aime bien plaisanter et aller voir les gens. Si vous la voyez, prévenez la gendarmerie, s'il vous plaît. Malik, mon petit frère. Tu as disparu dimanche 6 mai 2012 d'Échirolles, près de Grenoble, en Isère. Depuis ce jour, nous n'avons cessé de te chercher. Nous n'avons aucune piste, aucun signe de toi. Malik, où es-tu? Tu as laissé un vide immense et inconsolable dans notre famille. Si seulement tu pouvais juste nous dire que tu vas bien, cela nous suffirait. Ton frère Julien, ta sœur Adeline, tous tes amis, toute ta famille espèrent avoir de tes nouvelles. Nicolas, on t'aime. Ma mère, Corinne, a disparu depuis 2 mois à Caluire-et-Cuire, dans la banlieue lyonnaise. C'est pourquoi la moindre information pourrait nous être utile pour la retrouver et pour faire avancer l'enquête. Elle n'a pas l'habitude de partir sans dire où elle va, c'est pourquoi nous sommes très inquiets. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter les services de police. Alors justement, si vous pensez avoir des informations, n'hésitez pas à vous manifester sur la page Facebook de Toute une Histoire et nous vous mettrons en contact avec ces hommes et ces femmes qui recherchent leurs proches. Merci à vous trois d'être venus nous voir pour vos témoignages particulièrement touchants. Nous espérons bien sûr que grâce à votre présence dans notre émission, vous aurez de nouvelles pistes pour retrouver vos proches. Merci à vous Thierry Coulon et à vous Marc Gégère. Quant à vous, n'oubliez pas que vous nous retrouvez ce week-end dans votre version féminin et puis surtout ne zappez pas. On se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. A tout de suite et merci. Merci beaucoup. Courage. J'espère que vous nous retrouverez. Dans un instant,
nous découvrirons l'hommage de Dominique à sa femme Aline, que nous avions reçu dans Toute une histoire en 2014. C'était déjà trop atteint et trop grave, donc il n'y avait plus rien à faire. Je suis resté à son chevet jusqu'à son dernier souffle. Depuis qu'il a perdu sa femme cet automne, Dominique tente de tenir bon pour ses enfants. Je ne peux pas continuer à me morfondre et à rester dans mon coin. Si moi je vais bien, eux vont bien. Donc en fait, c'est ce qui m'aide à avancer, c'est ce qui me permet d'aller de l'avant. Xavier, lui aussi, a perdu l'amour de sa vie. Et pour mieux se reconstruire, il a décidé de faire un long voyage avec sa petite Lou. Ça faisait partie un petit peu d'un chemin nécessaire pour essayer de reconstruire ensemble après le drame qu'on avait vécu. Xavier et Dominique, deux papas au courage exemplaire qui nous livreront des récits émouvants dans l'histoire continue. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. Ils ont été tués par la personne qui, à la base, était là pour les protéger. Il y a 20 ans, Carole a traversé l'impensable. Son mari a tué ses 2 enfants. J'ai attrapé ce qui était sous la main et j'ai hurlé. Vous voyez plus qu'une seule chose, un vide, un grand vide. Il n'y a plus rien. C'était pas possible. Quand on côtoie les gens tous les jours, on peut pas se dire qu'ils peuvent faire ça. C'est un acte volontaire qui a supprimé la vie de 2 petits êtres de 11 et 12 ans. Ça dépasse l'entendement et ça dépasse aussi l'entendement pour ceux qui restent. Ça a été terrible. J'avais 3 enfants, elle n'avait plus rien. Mais aujourd'hui, elle est debout. Et donc vous êtes rencontrés? Oui. Il y a eu quoi, un coup de foudre? Oui. Et je dirais, elle était juste riche d'amour et d'espoir. Tout le reste, il n'y avait plus rien. Je n'ai jamais éprouvé de haine, j'en ai jamais eu. La haine détruit tout. Christophe et Hélène en sont la preuve. Même si aujourd'hui vous êtes au fond du trou, dites-vous bien que derrière tous ces nuages, il y a toujours le soleil qui brille et qu'un jour il reviendra.